Alors plutôt qu'un schéma bilan, ici on vous fait un tableau bilan pour que vous puissiez vous y retrouver au sein de cette diversité. Donc la première grande distinction, c'est les autotrophes, les hétérotrophes bien sûr, mais ensuite on peut rajouter leur mode de vie, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont une vie libre, est-ce qu'ils ont une vie symbiotique, donc associée à un partenaire, et parmi ces symbioses, est-ce qu'il y a du parasitisme? Donc là, c'est pas tout à fait bien écrit. Tous ces éléments sont des symbiotiques, mais il y a des parasites et ici, il y a du mutualisme. Et en fait, ici, c'est la même chose, c'est du symbiotique mutualiste. Alors, je ne vais pas écrire mutualiste, je vais écrire plus pour dire que c'est profitable aux deux partenaires et vous aurez traduit ça en mutualiste. Autre grande distinction, vous avez vu que c'était important, unicellulaire, pluricellulaire. Et puis ensuite, on a catégorisé en fonction de la complexité de l'appareil végétatif. Dans les autotrophes libres, on a toute une gradation dans la complexité de la structure de l'organisme. Les organismes les plus simples, qui sont des organismes unicellulaires, comme les diatomiques, donc qui appartiennent aux algues brunes. Et puis, il y a une simple lame foliacée, l'ulve, qui est une algue verte. Mais il y a aussi des structures en filaments. Donc on peut inclure dans cette même structure en filament aussi bien les bactéries que sont les cyanobactéries que les algues filamenteuses comme Polysyphonia. Et par contre, on a un tal complexe avec deux types cellulaires chez le fucus. Et on a dans les autotrophes libres, après, des organismes bien plus complexes. Donc vous connaissez les phylicophytes, les fougères, et puis vous connaissez bien sûr les angiospermes. Dans ces organismes autotrophes, certains sont symbiotiques, donc avec une association étroite, mutualiste avec un partenaire. Donc dans le cas d'une association algue-champignon, ça s'appelle lichen. Les structures sont plus ou moins complexes. Donc on peut avoir des simples thalles foliacées, par exemple les lichens incrustants. On peut avoir des structures un petit peu plus complexes. Et on a vu qu'il y avait aussi des structures filamenteuses qui n'ont pas été représentées ici, mais qui existent aussi. Bien sûr, c'est impossible pour des unicellulaires, puisque par définition, s'il y a une symbiose, c'est en association avec autre chose. Et il y a toute la lignée verte, puisque dans la lignée verte, à part le cas très particulier des brassicacées, il y a systématiquement association avec un mycète sous forme de mycorhize. Et il y a éventuellement des plantes autotrophes qui peuvent être associées aussi avec du rhizobium. En ce qui concerne les hétérotrophes, donc il y a des hétérotrophes libres. Dans ces cas-là, ils se nourrissent directement de la matière qui est présente dans leur milieu. Donc si c'est le milieu extérieur, eh bien on va avoir des saprophytes. Donc c'est le cas du champignon Sordaria que l'on utilise classiquement en génétique et qu'on a vu en TP. C'est le cas en fait de tous les champignons de forêt que vous trouvez loin des arbres. Ces champignons de forêt, ils se nourrissent par la décomposition de la litière. Dans ces champignons, vous avez aussi des unicellulaires, donc Saccharomyces cerevisiae qui est un champignon unicellulaire, c'est un mycète. Mais tous ne sont pas des mycètes, puisque nous avons vu aussi le cas de la paramécie avec sa possibilité de faire de la phagotrophie. Donc le fait d'être un organisme libre, hétérotrophe, permet plusieurs types cellulaires, plusieurs modes nutritifs, le saprophytisme, la phagotrophie, et puis bien sûr les animaux qui, eux, fonctionnent par ingestion de la matière organique. Il peut y avoir aussi du mutualisme, donc là on le voit du côté du partenaire hétérotrophe, qui est rhizobium, qui était associé à une fabacée. Et puis, il y a bien sûr des parasites. Alors là, nous en avons vu beaucoup. Donc, des parasites de type mycète,
donc généralement d'ailleurs des zoomycètes, qui sont absorbotrophes et biotrophes puisqu'ils se nourrissent de matières vivantes provenant directement de leur hôte. Mais il ne faudrait pas systématiquement associer parasitisme et mycètes, puisqu'il y a des unicellulaires répartis à plusieurs endroits dans la classification phylogénétique des eucaryotes, qui sont capables aussi d'être des parasites. On a vu le cas du trypanosome, mais on aurait pu tout à fait voir le cas de Plasmodium falciparum qui donne la malaria. Donc là, ce sont deux pathogènes humains unicellulaires. Le programme dit que l'on peut choisir entre ces deux organismes. C'est pour ça qu'en TP, nous avons vu les trypanosomes. Donc on voit qu'il y a des diversités de modes de vie et que aussi bien des unicellulaires que des pluricellulaires peuvent présenter ces différents modes de vie. Les unicellulaires ne sont pas du tout restreints par le fait d'être unicellulaires, et on avait expliqué pourquoi. C'est parce qu'ils ont toutes les fonctions que l'on peut retrouver chez un pluricellulaire, mais cette fois-ci, ce sont les organites qui sont à l'origine des différentes fonctions. Et chez les pluricellulaires, ce sont les organes qui sont à l'origine des diverses fonctions quand il y a des organes. Mais nous, ici, nous avons vu des organismes extrêmement simples que sont les mycètes et les algues qui n'ont pas d'organes, qui n'ont même pas de véritable tissu méritant le terme de tissu. Donc là aussi, finalement, ce sont des structures relativement simples avec des cellules peu spécialisées, mais qui néanmoins peuvent réaliser l'ensemble des fonctions parce que pour beaucoup, ils vivent dans un milieu aqueux. Donc soit directement dans de l'eau, soit un hôte, qui finalement est quand même une sorte de milieu aqueux, ce qui fait que la vie est facile et qu'il peut y avoir des échanges par toute la surface des cellules avec soit l'hôte, soit avec le milieu. Donc comme le milieu est particulièrement favorable, il n'y a pas énormément de pression de sélection pour avoir une spécialisation très poussée, ce que l'on voit ensuite en milieu terrestre avec les animaux et avec les différentes embryophytes, que ce soit les fougères ou les angiospermes, où on a une spécialisation avec des organes qui leur permettent de résister à ce milieu qui est particulièrement sec, qui est peu portant, dans lequel les sources nutritives sont relativement rares. Là, on a vraiment une spécialisation poussée, et pour avoir une spécialisation aussi poussée et une résistance dans un milieu peu favorable, et bien là, il faut des organes. Donc, on voit qu'il y a un lien entre la pression de sélection dans un milieu et le type d'organisme qui peut se développer à l'intérieur de ce milieu. Donc ici, on a un panorama dans ce chapitre de l'ensemble des phénomènes de nutrition et de croissance. Et on voit que le plan d'organisation a un effet sur le mode de nutrition et sur la croissance, puisque la simplicité des organismes implique un certain mode de nutrition. On a vu aussi que la croissance avait des impacts sur la nutrition, en particulier en faisant une certaine surface d'échange, et que les absorbotrophes sont très dépendants de la croissance, du développement à l'intérieur de leur milieu. Donc à partir de ce chapitre qui vous montre vraiment une diversité d'organismes, vous pouvez aller puiser différents modes de vie. Vous pouvez aller puiser différents exemples d'autotrophes, d'hétérotrophes, de relations interspécifiques, d'associations que vous pouvez utiliser dans certains cours. Donc maintenant, quand vous faites un sujet de synthèse et que vous avez des exemples à prendre, ces exemples ne doivent pas être limités aux animaux et aux angiospermes, à moins vraiment que le sujet vous y oblige. Il faut aller diversifier. Donc demandez-vous, est-ce que je peux placer un prokaryote à l'intérieur de ce sujet? Si j'ai un autotrophe, est-ce que je peux placer une algue ou une cyanobactérie? Si j'ai un hétérotrophe, est-ce que à la place d'un exemple où spontanément j'aurais pris un animal, est-ce que je ne peux pas placer un mycète? Donc essayez de diversifier vos exemples pour bien montrer que vous maîtrisez l'ensemble des fonctionnements du vivant et pas uniquement l'animal et le végétal pour lequel vous avez eu le plus de cours. Dans le prochain cours, nous allons essayer d'organiser cette diversité parce que pour le moment, ça fait un petit peu fouillis. Donc, on va organiser cette diversité sous forme d'un arbre phylogénétique qui va nous permettre d'établir des parentés entre ces différents organismes et de bien structurer notre représentation du vivant.
et cette représentation du vivant reflète l'évolution. Et donc pour comprendre comment on a eu ce degré de parenté que l'on retrace à travers un arbre phylogénétique, le cours d'après sera bien sûr sur les mécanismes du vivant. Comme d'habitude, n'oubliez pas de faire les quiz pour apprendre, pour mémoriser, pour mieux comprendre.